Les algues assassines, chapitre 2, entre la vie et la mort. Mes paupières sont lourdes, ma gorge sèche, je sens une pression sur l'avant-bras gauche. Clairvy, si vous m'entendez, clignez les yeux. La voix est douce. Je bouge les doigts l'un après l'autre, comme si je montais la gamme au piano. J'entends des bips. L'infirmière, penchée sur moi, laisse échapper un léger sourire. Elle porte des lentilles bleues outre-mer, un collier en argent sur une peau mate. Elle me dit que je suis à l'hôpital, je dois rester calme, le docteur ne va pas tarder. Je ne suis pas allongée, presque assise. Je suis étrangement paisible. Je sens comme une paille dans chacune de mes narines. Le magasin de mes souvenirs est fermé à double tour. Il me faut une longue minute pour reprendre mes esprits, me rappeler qui je suis. Clairvy Marzane. Les choses me reviennent petit à petit. Chez moi, Tidarvan, maman, Mamik, Villanelle, mon amoureux, Lucas Royer, mais impossible de me rappeler pourquoi je suis à l'hôpital. Bonjour Clairvy, je suis le docteur Tambornaise. Elle est sortie de nulle part, entourée d'un banc de médecins, au visage blanc et lisse, qui semble lui tourner autour. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous êtes à la cité sanitaire à Saint-Nazaire, au service de réanimation. Et ça, dit-elle, en pointant le doigt en direction de mon nez, ce sont des lunettes à oxygène. J'ai eu un accident? Un petit arrêt respiratoire. On en reparlera plus tard. Comment vous sentez-vous? C'est grave? Vous ne vous souvenez de rien? Je secoue la tête. Jusque-là, vous avez fait preuve d'un sacré tempérament. Mais avec des yeux pareils, ajoute-t-elle, ça n'a rien d'étonnant. Vous avez l'âme d'une battante, un cœur qui résiste à tout. Quand j'étais petite, avant de me laisser devant la porte de l'école de Pénestin, Tatig me fredonnait. Tu as les yeux revolver, tu as le regard qui tue. J'y croyais dur comme fer. Mais j'avais beau fixer mes pires ennemis dans la cour, ça ne marchait pas. Un soir, je suis montée sur un tabouret, j'ai attrapé une lampe, un miroir, mais pas de revolver en vue, non, juste une pupille ronde, noire, et tout autour, des milliers de fleurons jaunes, verts et gris, comme un champ de tournesol. Mamik le dit souvent, on ne se regarde jamais d'assez près. Mamik. Votre mère va bientôt arriver. La médecin aux boucles blondes se tourne vers ses collègues, par la voix basse. Clairvy, reprend-elle, nous allons vous garder en observation 2 jours, ici, en réa, si tout va bien. Vous serez ensuite transféré en médecine polyvalente. Il est quelle heure? Un peu plus de 14 heures. Je suis où? C'est le niveau de conscience qui revient, explique-t-elle à son aéropage en blouse et masque blanc, avant de me répéter d'une voix légère. À l'hôpital de Saint-Nazaire, pas très loin de chez vous. On est quel jour? Elle laisse échapper un sourire en guise de réponse. Mon cerveau commence sa lente reconfiguration géographique. Saint-Nazaire est situé sur la Loire, pas loin de l'embouchure de la mer. Les quais, les chantiers d'où sortent les plus gros paquebots de croisière. À l'ouest, Pornichet, la maison de Lucas, et tout au bout de la presqu'île de Guérande, le Croisic. Ça va. Je n'ai pas perdu la tête, ni le nord. Je vois très bien sur la carte de ma mémoire le port de la Turballe, Piriac-sur-Mer, Quimiac et Pénestin. Chez moi. J'ai la bouche pâteuse, des picotements irritent mes narines. J'ai du mal à déglutir. On est quel jour? La toubib n'a pas répondu à ma question. J'ai eu un accident. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle attrape ma main droite, la caresse, ses doigts sont chauds. Elle porte une alliance en argent sertie de diamants, passe du vous au tu. Un randonneur t'a retrouvé sur la plage près de chez toi. Sur la plage de la mine d'or? Non, celle du Palandrin. D'un regard, elle intime au gang des blouses blanches de quitter la chambre. Clairvy. Tu as été victime d'un œdème pulmonaire, probablement dû à une exposition très forte au sulfure d'hydrogène. Le gaz qui se dégage des algues vertes en décomposition. Sur la plage près de chez toi. Gaz, œdème, perte de connaissance, précise-t-elle en pointant de son index mes poumons et mon front. Tu as frôlé l'arrêt cardio-respiratoire.
Elle guette ma réaction, mais je suis comme paralysée. Ne me souviens plus de rien. Tu l'as échappé belle, poursuit-elle. Ce qui n'a pas été le cas pour le cheval. Ton cheval, je crois savoir. Torka est mort? C'est sorti comme une balle. Mais pas de mes yeux. Il n'a pas eu le temps de souffrir. Ses sabots ont percé le tapis toxique, ses voies respiratoires ont été instantanément asphyxiées. Cyanose des muqueuses. Mort brutale. C'est pas possible, Torka n'est pas... Ne pas fondre en larmes, inspirer profondément, tenir éloignées les quelques images mentales qui refont surface. Torka, sa robe noire, brillante, ses grands yeux, ses grandes dents, ses grandes oreilles, les folles courses sur nos plages, à marée basse. Je suis désolée, dit-elle. Je sais que la perte d'un animal nécessite un travail de deuil Et mon frère, où est-il? Ton frère. Oui, Jazz. Jézéchiel, dit-elle avec un sourire forcé, est dans une chambre à côté. En réanimation, comme moi? Oui. À la différence près qu'il ne s'est pas encore réveillé. L'écran de son téléphone illumine la poche de sa blouse. Elle se tourne, elle dit. Oui, justement, 5 minutes, pas plus. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi Jazz est aussi à l'hôpital. La porte s'ouvre. Le médecin invite ma mère à franchir le seuil, un homme dans son sillage, le visage barré d'une épaisse moustache. Le cousin Charles. Je ferme subitement les yeux. Je ne veux pas voir l'évidence. L'inquiétude dans le regard de Mick. Elle prend de ses nouvelles auprès du docteur. Elle pourra sortir dans 4 ou 5 jours. Charles ne peut pas s'empêcher. Il ajoute. La chance sourit aux audacieux, et Clairvy a de l'audace à revendre. Mick ne m'embrasse pas. Elle m'observe les bras croisés, comme si j'avais fait une bêtise. Comment vas-tu, ma chérie? Ses yeux noirs ne scillent pas. Elle ne s'est pas maquillée, n'a pas caché ses cernes, sa peau est blanche. Charles a posé ses larges mains sur ses épaules. Il la soutient contre vents et marées. C'est son cousin Germain. J'ai toujours pensé qu'il avait le béguin pour sa Kenny-Terve. Tu as vu Jazz? Pas encore. Elle toussote avant d'ajouter la gorge serrée. Les docteurs ont plongé ton frère dans un coma artificiel. Les algues, comme toi. Dans le coma? Un ange passe dans la chambre, chassé par Charles, qui vient m'embrasser. Le cousin, ce n'est pas le style à dire qu'il est désolé pour ce qui nous arrive. Ce qui le désole dans la vie, c'est de ne pas pouvoir parler tout le temps. C'est un éloquent recherchant perpétuellement un coup de théâtre pour avoir le dernier mot lorsqu'il plaide au tribunal. Il se lisse la moustache et soudain, l'odeur d'œuf pourri me revient en mémoire. Les algues, le gaz, la plage, le vélo, le téléphone laissé sur la table, les petits carreaux. Toute œuvre d'art est un beau mensonge. Je voudrais revenir en arrière, rembobiner le fil de ma vie, retourner dans l'escalier qui monte aux chambres, rendez-vous là-haut, prendre Jazz par la manche, le ligoter sur mon lit, pas bouger, frère, attendre sagement qu'il me parle des romans ou des poèmes qu'il aime. Jazz, c'est un poète qui s'ignore. Il dérape, s'amuse à changer le sens ou l'ordre des mots que d'autres ont écrits. Dans des raps, par exemple, Rendez-vous là-haut, de Big Flo et Oli. Ma montre me répète que la vie doit continuer. Mes amis me rappellent qu'un jour, je te rejoindrai. J'imagine Jazz attaché. Il me déteste. Il doit partir. Tais-toi, frère. Prends ton temps. Réfléchis à ce qu'a écrit Stendhal. Est-ce que toute œuvre d'art est un beau mensonge? Je l'imagine se marrer, un rire bref, hautain et improvisé. Ton mensonge est une belle œuvre d'art. Puis me narguer sous ses sourcils épais. En attendant, je fais la fête et je me mets à chanter. Rendez-vous là-haut. Charles me sort de ma rêverie en assurant haut et fort. Je vais lâcher les chiens. Avec ma mère, la famille, les amis, ses relations à Paris, il pense se battre pour faire éclater la vérité au grand jour. L'avocat va attaquer, briser les industriels responsables des marées vertes, ceux à cause de qui des tonnes d'algues sont jetées sur nos plages, asphyxiant la vie, engendrant la mort. C'est un enjeu de santé publique, le salut du tourisme breton, une lutte indispensable contre les atteintes à l'environnement. 50 ans que ça dure. La faute, en plus des étés indiens de plus en plus chauds et des tempêtes de plus en plus fréquentes, aux nitrates, principalement issus
de l'agriculture qui booste la croissance des algues. Le cousin poursuit son plaidoyer en lissant sa moustache. Il me fatigue. Mon regard croise celui de Mamik. Elle n'a pas besoin de parler. Son chignon est en désordre. Elle est encore plus seule que le jour où elle a accompagné Tatig sur le quai de la gare, où elle a vu le père de ses 2 enfants partir combattre les incendies en Guyane. L'abandonner. C'est comme ça qu'elle l'a vécu. Je le sais parce que, caché derrière la porte du salon, j'ai assisté à un lancer d'assiettes dans la cuisine et entendu mon père crier que ça allait leur faire du bien de mettre un océan entre eux et qu'elle devrait être fière que son mari aille sauver les arbres des méga-feux qui accélèrent le réchauffement climatique. Voilà, tout me revient maintenant. Je revois le reflet des fines lèvres de Jez dans le miroir. On était dans notre salle de bain, double vasque. Il avait du dentifrice sur le bout du nez épaté. Il ne riait pas. Non. Ça ne le faisait pas rire de voir Mamik, Villanelle de Kervégan, devenue Villanelle Marzane, rester seule pendant 1 an. Mon cœur se serre. Dans la famille, on n'a pas l'habitude de branziguer, enchaîne Charles, fier d'avoir placé un bretonisme. Comme tous ceux qui ont les yeux couleur de mer en colère, Jézéchiel s'en sortira. Pourquoi Jez est parti avec mon cheval sur la plage? J'ai bien insisté sur mon cheval et pas son cheval. On avait un pacte, nous les jumeaux, chacun son cheval, et malheur à celui qui... La malédiction a frappé à notre porte. Marmonne ma mère. Villanelle, je t'en prie. Ton père est parti, me dit-elle. Je n'aurais jamais dû accepter. Combattre les grands incendies qu'il répétait, courage et dévouement. C'est la devise des pompiers, ajoute Charles. Il va revenir, dis-je. Arrête de te lamenter. Ce n'est pas le moment de vous disputer. Clairvy a toujours défendu son père, proteste Mamik. Et s'il est parti, tu l'as fait fuir, je corrige sèchement. Habituellement, elle aurait tourné les talons, claqué la porte et crié sans se faire entendre. Depuis que Tatig est partie, elle a carrément jeté l'éponge avec moi. Par contre, elle est aux petits soins pour son fils adoré et sa poissonnerie qui doit se faire belle afin de célébrer les fêtes de fin d'année. Comment va-t-elle se débrouiller si Jez reste à l'hôpital, lui qui prend toujours sa défense, l'aide à m'obliger à dormir au manoir plutôt que chez Lucas à Pornichet? Ma mère reprend. Je crois ce que m'a confié une cliente à la poissonnerie. Son père avait disparu, comme ça, mime-t-elle, avec un claquement de doigts. Elle m'avait dit, lorsque le père n'est pas là, c'est la malédiction qui frappe à la porte pour le remplacer. La tristesse fait trembler ses lèvres. Je voudrais qu'elle m'étreigne, me console, mais elle reste plantée là, les bras croisés, à regarder dans le vague. Tu as averti Tatig? J'ai laissé un message sur son répondeur, hier soir, précise-t-elle. Toujours pas de réponse. Aux dernières nouvelles, plaide Charles, les méga-feux sont devenus incontrôlables en Amazonie. On parle de 10 millions d'hectares détruits, pire que les incendies en Australie. Pascal doit être sur le front. Il n'a sûrement pas de réseau. Ma mère se tasse. Elle cherche une chaise du regard, gémit sous le poids des soucis. Pourquoi Jez est parti avec ton cheval sur la plage? Demande-t-elle. S'il était resté à la maison, il... Clairvy. Tu n'as vraiment pas la moindre idée? S'enquiert Charles. Non, je ne comprends pas. Il n'a jamais monté Torca sans me le demander. C'était un accord entre nous. Même pas en cas d'urgence? Je hausse les épaules. Je ne sais pas. Le cas ne s'est jamais présenté. Charles encourage sa cousine d'un tendre regard. Clairvy, dit-elle en se raclant la gorge, les gendarmes cherchent à déterminer ce qui s'est passé sur la plage. C'est la faute de Jez. Il n'avait pas à prendre Torca et... Ne commence pas, crie ma mère, ce qui fait sursauter Charles. Ne nous fâchons pas, intervient-il, la colère est l'ennemi de la famille. Dans le silence qui suit, j'essaie de remettre mes idées en place. Ce n'est pas Jez qui a provoqué la mort de Torca, poursuit Charles, c'est la marée verte, c'est la tempête Zélie qui a vomi ces tonnes de laitue sur les plages, sans compter celles qui étaient stockées dans la baie depuis la fin de l'été. C'est la mairie qui a oublié de poser des barrières et des pancartes en interdisant l'accès. C'est ça le problème, acquiesce ma mère. Car, on est bien d'accord, enchaîne le cousin, reprenant son argumentaire. Pas d'agriculture intensive, d'élevage massif de veaux, vaches, cochons, poulets, pas de déjection animale, pas de produits chimiques, donc de nitrates et d'azote
qui engraisse les algues, pas de marée verte. Donc, pas d'accident. Et celui de Jézéchiel n'est pas le premier, loin de là. Je ferme les yeux. Je ne veux rien savoir de plus. Pas maintenant. Je pense à Torka. J'entends ma mère dire qu'une tempête médiatique se prépare. Les journalistes vont se jeter sur l'accident comme des goélands sur des vers de sable. Ils sont déjà devant l'hôpital. Ils vont nous pourrir la vie. Et ça, je n'en veux pas, Charles. Pas tant que Jézéchiel n'est pas sorti d'affaire. On est bien d'accord ? L'infirmière, aux yeux outre-mer, entre dans la chambre. Mamie m'embrasse enfin sur le front. Charles lève le poing en l'air à notre victoire à venir. Je me retrouve seule. Des sanglots envahissent mon âme. Je suis une serpillière, bonne à rien, juste à me ronger les sangs à cause du vomi de Zélie et des merdes de poulet élevées en batterie.